Bonjour à tous, merci d'être là en ce dimanche matin pour s'interroger sur le sujet biotechnologie, la recherche scientifique face à la réflexion éthique. C'est un débat organisé dans le cadre du mécénat Altadis Débat d'idées sur le thème l'éthique comme frontière. C'est sans doute une question qui va revenir très souvent dans ce débat. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir ce matin avec nous Henri Atlan. Vous êtes professeur émérite, biologiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit de nombreux livres, dont le dernier, si je ne m'abuse, c'est L'utérus artificiel, qui ouvre une grande part d'imaginaire. Et puis Alain Claeys avec nous, vous êtes député PS de la Vienne et vous avez été auteur du rapport sur les conséquences des modes d'appropriation du vivant sur les plans économiques, juridiques et éthiques. Et on voit déjà dans ce titre l'ensemble des problèmes qui sont posés par les biotechnologies. Les biotechnologies, si on résume peut-être très sommairement, ça va concerner la biologie cellulaire, moléculaire, peut-être le génie génétique. Puis ensuite, on va évidemment avoir des applications sur le plan végétal, d'autres applications sur le plan du vivant, jusqu'aux imaginaires qui se développent sur le clonage, on y reviendra. Sur le clonage humain, existe-t-il vraiment? Est-ce que des gens travaillent réellement dessus? En tout cas, entre la réalité de la recherche scientifique, les peurs que ça suscite, les espoirs aussi que ça suscite, parce que dans tout risque, il y a également sa part de chance. On va voir que les choses sont assez compliquées. On est vraiment très heureux que M. Atlan et M. Claeys soient là pour nous éclairer sur ces questions. Toute première chose, Monsieur Atlan, c'est sur une histoire, on se parlait juste avant, cette histoire de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça sera celui-là. Oui, je vous remercie de me faire participer à ces débats qui existent d'ailleurs déjà depuis de nombreuses années et qui se développent petit à petit. Alors j'ai été frappé par la liste de questions que nous avons reçues et dans cette liste, la première, citait cette fameuse formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », avec comme sous-entendu évidemment que la science se développe comme un automate sans conscience et qu'elle est donc ruine de l'âme. Et entre autres choses, dans cette première question, on nous rappelait que cette formule était de Montaigne. Bon, il se trouve qu'elle n'est pas de Montaigne, mais qu'elle est de Rabelais. Et par curiosité, je suis allé voir dans quel contexte Rabelais avait exprimé cette formule. Et je vous lis un tout petit paragraphe qui se trouve dans une lettre de Gargantua à son fils Pantagruel. Et c'est dans ce paragraphe, comme vous allez le voir, qu'on trouve cette formule. Alors, ça n'est pas sans effet, parce que le contexte de cette formule est assez important, même d'un point de vue actuel. Donc voilà ce que Gargantua dit à son fils. « J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues, qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes présentes dans ta mémoire. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, à 5 ou 6 ans. Achève le cycle. Du droit civil, je veux que tu saches les beaux textes et que tu me les mettes en parallèle avec la philosophie. Et quant à la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'y adonnes avec zèle. Puis, relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et les kabbalistes, et par de fréquentes dissections, acquiert une connaissance parfaite de cet autre monde qu'est l'homme. En somme, que je vois en toi un abîme de science, et je veux que bientôt tu mettes à l'épreuve tes progrès. Cela, tu ne pourras pas mieux le faire qu'en soutenant des discussions publiques sur tous les sujets, envers et contre tous, et qu'en fréquentant les gens lettrés qui sont tant à Paris qu'ailleurs. Mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Méfie-toi des abus du monde, ne prends pas à cœur les futilités, car cette vie est transitoire. Donc, voilà ce que Rabelais nous dit par l'intermédiaire de Gargantua à son fils. Alors, ceci, me semble-t-il, montre assez clairement qu'il ne s'agit pas, comme malheureusement on l'entend et on le lit trop souvent, d'opposer l'éthique à la science ou d'opposer la science à l'éthique. Il s'agit au contraire de les faire
coexister, éventuellement d'encadrer en effet les avancées scientifiques par des exigences éthiques, mais en aucune façon le problème consiste à opposer, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut analyser, la science à l'éthique, le progrès scientifique étant une valeur en soi, qui, pour quelques raisons, s'opposerait à des exigences éthiques, et réciproquement, l'éthique posant des barrières au progrès scientifique en soi. En réalité, la formule en question nous dit bien que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ce qui veut dire pas du tout qu'il faut opposer la science à l'éthique, mais tout simplement qu'il faut science avec conscience. Et il est important de rappeler que cet ensemble de réflexions qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs à tort la bioéthique, l'éthique biomédicale, eh bien, a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la découverte des atrocités commises par les médecins nazis sur des êtres humains qu'ils utilisaient comme sujet d'expérience. Et c'est à l'occasion de ces découvertes que le premier accord international d'éthique biomédicale a été élaboré, c'est ce qu'on appelle le Code de Nuremberg, et qui a été ensuite développé et étendu à d'autres situations. Il est vrai que depuis cette période, se sont passés 60 ans, et la biologie elle-même a beaucoup évolué, et des problèmes nouveaux, en plus de ces problèmes d'expérimentation humaine, qui sont maintenant parfaitement bien encadrés, enfin par tous ces codes successifs, donc des problèmes nouveaux se sont accumulés, et ces problèmes nouveaux tiennent au développement nouveau, en effet, de la biologie. Alors je ne veux pas être trop long pour commencer. Ces développements-là, bon, vous les connaissez tous, c'est la découverte du code génétique. Oui, déjà, moi, j'aurais précisé ce que dit le professeur Atlan sur ce qu'il appelle l'éthique biomédicale. Je crois qu'il a raison de rappeler l'origine de cette éthique biomédicale et la nécessité pour une société de légiférer. Et c'est vrai, cette légitimité pour légiférer remonte à une période tragique de notre histoire. Et c'est vrai que le Code de Nuremberg est le départ de cette volonté des sociétés de légiférer. Alors il faut s'interroger aussi pourquoi et quelles sont les critiques qu'on fait. Tout d'abord, il y a un constat, c'est que les codes déontologiques n'ont pas suffi par eux-mêmes. Ils n'ont pas suffi par eux-mêmes pour fixer des règles respectées par tous. Et donc, la société a considéré qu'au-delà de ces codes déontologiques, il était nécessaire d'avoir un encadrement législatif. Alors, j'entends bien les critiques que l'on peut faire sur ces lois bioéthiques ou l'éthique biomédicale, comme le dit le professeur Atlan. Il y a deux types de critiques. Première critique, c'est « oui, vous légiférez, mais en fait, vous suivrez la science et les progrès scientifiques. » Et deuxième critique, à l'inverse, c'est de dire au bout du compte, vous freinez la recherche et donc c'est quelque chose de mauvais pour le progrès, tout simplement. Alors moi, je réfute ces deux arguments et je dis que les lois bioéthiques, on les appelle comme cela aujourd'hui, veulent résoudre 3 ou 4 sujets que l'on peut mettre sur le même plan et qui concernent des droits fondamentaux, nos droits, les droits de l'homme. Bien entendu, le droit du chercheur de pouvoir chercher librement, le droit du malade de pouvoir être soigné demain, et enfin le respect de la dignité humaine. Et je crois que le législateur aujourd'hui a trouvé un compromis entre ces droits et faire donc la loi. Juste un dernier mot, et j'en resterai là pour le moment. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce cadre législatif national, qui est très différent d'un pays à un autre, y compris en Europe, n'est pas suffisant. Et il faut que sur de grandes questions, on soit capable de prendre un certain nombre
d'initiatives internationales. Je vous citerai qu'un exemple, on aura l'occasion d'y revenir. Par exemple, sur l'interdiction du clonage reproductif humain, il y a en 2001 ou 2000 une initiative franco-allemande qui a été prise au niveau de l'ONU pour essayer de trouver une déclaration commune et une prise de position commune au niveau international pour une condamnation de ce clonage reproductif humain. Malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés, car, et c'est tout le problème aussi du vocabulaire sur lequel on reviendra, certains pays, parfois tout petits, comme le Vatican, et de grands pays comme les États-Unis ont voulu prendre prétexte de cette condamnation du clonage reproductif humain pour mettre dans cette condamnation ce qu'on appelle à tort le clonage dit thérapeutique, le transfert nucléaire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale a été dans l'incapacité de pouvoir prendre une décision, une condamnation ferme. Je cite cet exemple parce qu'on verra que sur tous ces sujets, il y a quand même des différences significatives entre pays, et même au sein d'un même pays, comme les États-Unis, entre États fédéraux. Il y a actuellement aux États-Unis une bagarre qui se mène d'un État à un autre par rapport aux prises de position de l'administration Bush sur tous ces problèmes de cellules souches embryonnaires sur lesquels on reviendra, mais qui est un combat extrêmement important et qui est un combat aussi citoyen. Justement, c'est un débat sur lequel intervient effectivement le scientifique, le philosophe, le législateur. Vous êtes député PS, est-ce que les différences gauche-droite ont un sens sur ces questions-là, ou à part quelques différences minimes, le législateur est assez uni face à la façon d'appréhender par la loi, par le droit, les nouvelles questions posées par les biotechnologies et la bioéthique? Je ne dirais pas qu'il y a une loi bioéthique socialiste et une loi UMP, ça serait totalement stupide. Et je voudrais vous donner mon expérience personnelle. On se demande parfois à quoi sert la démocratie représentative, à quoi sert le Parlement. Moi, j'ai eu l'occasion, sur 2 majorités différentes, de participer à ces lois bioéthiques, l'un en tant que rapporteur et l'autre en tant que responsable de ces sujets au niveau de l'opposition. Moi, je voudrais témoigner, quelles que soient les prises de position des uns et des autres, de la grande qualité de ces débats. Et je crois que le législateur peut peser réellement sur un certain nombre de questions. Je prendrai un seul exemple, le diagnostic préimplantatoire. Sur le diagnostic préimplantatoire, des amendements ont permis de faire avancer les choses après une discussion contradictoire en séance publique. C'est très rare à l'Assemblée. Je pense qu'en cela, la démocratie représentative a joué un rôle important. Mais la démocratie représentative, c'est une représentation à un instant donné de la société. Et les premières lois bioéthiques en 1994 ont voulu régler un problème qui, à mon sens, fait partie de la sphère privée. C'est-à-dire le problème du statut de l'embryon. Et qui a conduit en 1994 à interdire toute recherche en France sur l'embryon. Je pense que ce n'est pas au Parlement de pouvoir régler des questions qui font partie intégrante de la sphère privée. Nous avons, je me souviens, lorsque on a élaboré cette loi, reçu tous les représentants de toutes les confessions religieuses, tous les groupements philosophiques. On les a entendus, c'était passionnant, mais il ne fallait pas demander aux législateurs d'arbitrer entre ces différentes approches. Je crois que ce qu'on demande aux législateurs, c'est à un moment donné, en fonction des progrès potentiels que l'on met sur telle ou telle recherche, de dire qu'est-ce qui est acceptable collectivement pour la société. Je crois que c'est cela que l'on demande aujourd'hui aux législateurs. Qu'est-ce que la société peut accepter, quelles règles elle fixe pour que ces recherches puissent se dérouler dans
les meilleures conditions. Et aujourd'hui, le problème éthique n'est sûrement pas le problème du statut de l'embryon. Le problème éthique aujourd'hui le plus important, à mon avis, auquel nous allons être confrontés dans les années qui viennent, c'est ce risque de marchandisation. Et là, c'est un sujet qui nous concerne tous parce que c'est des enjeux considérables. Des enjeux considérables. Et il ne faudrait pas que ces enjeux conduisent à rendre prisonnière la connaissance. Je reviendrai là-dessus parce que je pense que pour nos sociétés, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que la connaissance, demain, puisse être bridée par des impératifs économiques. Et je crois que là-dessus, on a collectivement une réflexion à mener. On reviendra bien sûr à cette question de la marchandisation, et notamment par les brevets. J'imagine que vous évoquiez notamment cela. Vous nous disiez que le terme bioéthique ne vous convenait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bon, ça, maintenant, c'est un... Même si c'est dans le langage courant, évidemment. Malheureusement, c'est une bataille perdue. Au Comité national d'éthique en France, au début, nous avons essayé de mener cette bataille et puis on n'a pas réussi, sous l'effet, je dois dire, du rouleau compresseur des journalistes, parce que c'est plus facile de parler de bioéthique qu'autre chose. Enfin, pourquoi ça ne convient pas ? Parce que la bioéthique laisse entendre qu'il s'agirait d'une sous-discipline de la biologie, comme la biochimie, la biophysique, etc., alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est une éthique de la biologie ou une éthique de la médecine, bon, peu importe. Je voudrais quand même de façon plus profonde, en ce qui concerne le contenu même de ces questions-là, de relever l'observation tout à fait exacte de M. Claes, suivant laquelle le code de déontologie après la Deuxième Guerre mondiale n'a pas suffi et a suffi de moins en moins. Et c'est cela, en effet, qui a déclenché la multiplication de ces comités d'éthique, etc., pour les sciences de la vie et de la santé, comme on dit en France. Eh bien, deux phénomènes en gros. Bon, d'une part, des découvertes de la biologie fondamentale ont fait apparaître une grande révolution qu'on peut résumer de façon très schématique évidemment de la façon suivante. Jusqu'à présent, seule la physique et la chimie étaient efficaces au point de permettre de fabriquer des artefacts, c'est-à-dire la physique permet de faire des machines depuis toujours, la chimie permet de faire des produits synthétiques. La biologie était une science d'observation essentiellement. Eh bien, au XXe siècle, grâce à la biologie moléculaire, la biologie est devenue suffisamment efficace pour permettre de faire des artefacts biologiques. Alors, des artefacts biologiques, ben, vous en connaissez beaucoup, tous les animaux transgéniques, tous les cellules artificielles produites par des manipulations de toutes sortes, telles que transfert de noyaux, ce qu'on a appelé aussi le clonage de différentes sortes. Tout cela, ce sont des artefacts qui n'existent pas dans la nature, au même titre qu'une machine à vapeur est un artefact qui n'existe pas dans la nature, qui utilise les connaissances physiques. Ces artefacts biologiques sont des produits artificiels fabriqués par les hommes qui n'existent pas dans la nature, mais fabriqués par les hommes en utilisant les connaissances de la biologie. Ceci est à l'origine d'un ensemble de problèmes très difficiles qui sont des problèmes de vocabulaire. C'est-à-dire à partir du moment où la biologie nous fait découvrir cette réalité-là, eh bien, tout un tas de notions classiques, ne serait-ce que la notion de vie, par exemple, la notion d'être humain, la notion d'embryon, toutes ces notions-là qui sont des notions très très anciennes et que nous nous représentons compte tenu des connaissances anciennes, ont explosé littéralement maintenant. La notion de vie, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire parce qu'il y a un continuum entre ce qui n'est pas vivant et ce qui est vivant. Des cellules sont constituées par des molécules qui ne sont pas vivantes. Les ADN, malgré tout ce qu'on en a dit, sont des molécules inertes, qui sont encore plus inertes que beaucoup d'autres molécules, comme les protéines par exemple, mais ni les unes ni les autres ne sont vivantes. Or, une cellule, eh bien, elle est constituée par des molécules de ce type. Le cerveau humain est constitué par des neurones. Aucun de ces neurones n'est capable de penser. Or, le cerveau humain, dans son ensemble, apparemment, est capable de penser. Bon, donc, il y a là tout un tas de nouveaux problèmes philosophiques extrêmement difficiles. Et un des aspects, pour moi, le plus important de la responsabilité des scientifiques, c'est précisément de contribuer à l'élucidation de ces problèmes de vocabulaire et de ne pas passer dessus rapidement en disant, vous voyez, bon, des embryons, la question du statut des embryons, c'est un détail. Ceux qui pensent que c'est une personne à la fécondation, les autres pensent que c'est plus tard, c'est un détail et on n'arrivera pas à se mettre d'accord, ce qui est exact. Mais il y a peut-être d'autres réflexions en amont de cela, par exemple, sur la question de savoir qu'appelle-t-on un embryon ?
c'est une question qui ne se posait pas autrefois, c'est une question qui se pose aujourd'hui du fait des cellules artificielles qui ne sont pas des embryons, qui sont produites sans fécondation, mais qui, sous certaines conditions, ont des propriétés de cellules embryonnaires. Et donc, on parlait tout à l'heure de marchandisation. En effet, à propos de ce fameux clonage non reproductif, ces fabrications de cellules souches, il y a un danger d'instrumentalisation de l'embryon humain. C'est même ça qui est utilisé dans la loi actuellement pour interdire ces pratiques. Or, en réalité, quand on réfléchit sur le détail des techniques et non pas sur les mots qu'on utilise de façon non critique, eh bien, on s'aperçoit que s'il y a en effet instrumentalisation, mais il y a instrumentalisation pas du tout d'embryons humains, mais de cellules artificielles. Et ça change beaucoup de choses. Bon, alors, deuxième remarque quand même très importante aussi, qui rejoint d'ailleurs cette question de la marchandisation, sur ce qui est nouveau, ce qui s'est passé de nouveau pendant ces quelques dizaines de dernières années par rapport à la médecine et à la biologie du début du XXe siècle. Bien, le deuxième facteur, donc, c'est certainement l'introduction massive de la recherche du profit dans la science biologique. Et ça, il n'y a absolument pas de doute que ceci fausse considérablement beaucoup des appréciations que nous pouvons avoir dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire sur le caractère acceptable ou non acceptable de telle ou telle pratique. Par exemple, on nous dit, et moi personnellement ça me choque beaucoup, on nous dit ah mais il n'est pas possible de ne pas entreprendre ce type de recherche parce que si la France n'entreprend pas tel ou tel type de recherche, elle va se trouver en retard par rapport à d'autres pays et donc en situation de dépendance économique par rapport à d'autres pays. Autrement dit, on oppose un argument économique réel à des arguments en principe qui se veulent de nature éthique. Il n'y a pas à faire ce type d'opposition-là. De deux choses l'une, ou ces arguments de nature éthique se tiennent debout, et à ce moment-là, on voit mal en quoi la recherche du profit doit passer devant, ou non, et à ce moment-là, la recherche du profit est parfaitement légitime. Et il n'y a aucune raison de l'opposer à quoi que ce soit. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, encore une fois, la responsabilité scientifique dans ces domaines-là, c'est d'éviter autant que possible les débats de mots et de les remplacer par des débats sur le détail des procédures. Et bon, je suppose qu'on va revenir là-dessus. Un exemple caricatural, c'est en effet tous ces débats qui ont eu lieu et continuent d'avoir lieu sur ce qu'on appelle le clonage humain, ce qui est une absurdité complète, mais malheureusement, absurdité qui s'est imposée dans le débat public sous l'effet conjoint, si j'ose dire, de mes collègues biologistes et de vos collègues peut-être journalistes qui, au lieu de se critiquer l'un l'autre, au contraire, ne font qu'amplifier la confusion. Alors, quelle est l'absurdité justement, puisqu'on risque de le relire à nouveau, cette expression, on risque d'y être à nouveau confronté sur le clonage humain? C'est que qu'est-ce qu'on appelle clonage, qu'est-ce qu'on appelle humain? Alors, ce qu'on appelle clonage, classiquement, c'était la reproduction à l'identique de cellules. Et puis, à l'occasion de la naissance de la brebis Dolly, tout à coup, pour des raisons purement journalistiques, de promotion, eh bien, le mot clonage a été appliqué à des organismes entiers. L'article Princeps de Wilmut dans Nature, qui a rapporté son grand succès, ne parlait pas de clonage. C'est la conférence de presse et l'éditorial de Nature, je dois dire lui-même, qui a projeté ce mot de clonage à propos d'un organisme entier, avec le fantasme qu'en clonant un organisme entier, eh bien, on allait fabriquer un organisme identique. Exactement. Alors, ce qui est vrai au niveau cellulaire, c'est-à-dire quand on clone des cellules, on obtient des cellules identiques. Quand on fait cette manipulation-là de transfert nucléaire et on obtient un organisme dont les gènes sont en effet les mêmes que les gènes de l'organisme sur qui on a prélevé le noyau, eh bien, on observe un organisme génétiquement identique, ce qui ne veut pas dire identique, même sur le plan biologique. Alors, il a fallu rappeler une évidence connue depuis longtemps, mais qu'on avait oubliée, que deux vrais jumeaux qui ont tous les mêmes gènes sont différents, même sur le plan biologique. Je ne parle même pas du plan psychologique et culturel. Sur le plan biologique, ils n'ont pas le même système nerveux, ils n'ont pas le même système immunitaire, etc. Bon, donc, ça, il se trouve que cette performance technologique de transfert de noyau et de la naissance de la brebis Dolly a eu une importance énorme dans l'histoire de la biologie, précisément en faisant éclater ce dogme du tout génétique, puisque cette performance était considérée comme impossible, parce que tout était censé
être contenu dans les gènes. Or, ceci a été la preuve que tout n'est pas contenu dans les gènes et que des facteurs autres que les gènes, des protéines, des ions qui se trouvent dans la cellule ont des effets déterminants sur le fonctionnement des gènes. Autrement dit que, contrairement à ce qu'on a cru, eh bien, les gènes ne contrôlent pas tout, ils sont eux-mêmes contrôlés par le reste de l'organisme. Autrement dit, on a affaire à une situation plus compliquée qu'on le croyait, et ceci est extrêmement important pour l'évolution actuelle de la biologie. Mais à partir de là, eh bien, le débat s'est engagé sur des fausses pistes. Première fausse piste, on va cloner des êtres humains, donc on va fabriquer des êtres identiques, ce qui est faux. Deuxième fausse piste, si on utilise cette technique de transfert de noyaux, non pas pour faire des organismes, mais pour faire tout simplement des cellules, eh bien, on va à nouveau instrumentaliser des êtres humains sous la forme de cellules humaines, en l'occurrence sous la forme d'embryons humains. Ce qui est archi faux, puisqu'il ne s'agit pas d'embryons humains, il s'agit de cellules artificielles produites sans fécondation, qui ont certaines propriétés des embryons, mais pas toutes. Et peut-être auront-elles toutes les propriétés des embryons à condition d'être implantées dans un utérus. En l'absence d'implantation utérine, on n'a pas affaire à un embryon. Alors, les Américains parlent de pré-implantation embryo, d'embryon pré-implantation. Avec Mireille Delmas-Marty, juriste, comme vous le savez, et un groupe de Chinois avec qui nous avions travaillé, nous avons proposé d'appeler ces artefacts-là, produits sans fécondation, pseudo-embryons, mais qui pourraient devenir des embryons, en effet, sous la condition d'implantation utérine. Donc les choses sont plus compliquées qu'on l'a cru, et la recherche de définitions fixes, vous voyez, de essentialistes qui vous disent l'essence de l'homme, c'est ça, c'est ses gènes, par exemple. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'on fait du diagnostic génétique et qu'on recherche une identité individuelle en faisant une analyse d'ADN. Et là, il y a confusion entre le signe et la cause. C'est-à-dire, vous savez que peut-être que les empreintes digitales sont beaucoup plus spécifiques que les empreintes par ADN, que les empreintes génétiques. Deux jumeaux ont les mêmes ADN, par conséquent leurs empreintes génétiques sont identiques, alors qu'ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc de ce point de vue-là, les empreintes digitales sont plus précises. Il ne viendrait l'idée de personne de penser que les empreintes digitales déterminent la personnalité des individus. Eh bien c'est pareil avec l'ADN. L'ADN est spécifique de chaque individu, mais il ne détermine pas la personnalité de l'individu. Bon, donc alors, ce genre de considération-là modifie considérablement la nature des débats et permet, dans certains cas, eh bien, disons, de ne pas s'enfoncer dans des débats, encore une fois, de mots, et de pénétrer dans le détail des techniques et des procédures pour analyser à propos de chacune d'entre elles, eh bien, laquelle peut être acceptable, laquelle peut-être au contraire, doit être au contraire interdite, et pour quelles raisons. Et malheureusement, je crois, eh bien, les débats, y compris ceux menés au Parlement, souvent sont obscurcis par ce flou sémantique, encore une fois, qui est la conséquence de l'évolution actuelle de la biologie. Alors justement, on va rendre la parole au Parlement. Monsieur Claes, vous vouliez réagir Non, je suis d'accord avec ce que dit le professeur Attan, mais peut-être qu'on va hiérarchiser un peu les problèmes. Déjà, sur les intervenants à ce débat, vous avez les scientifiques, bien entendu. Vous avez le Parlement, vous avez les médias et vous avez les citoyens. Et qu'est-ce que nous avons à régler? Que les citoyens soient capables d'appréhender, de comprendre ces sujets et de pouvoir se faire une opinion. Alors, on me dit souvent, il suffit de faire des conférences de consensus, comme cela se pratique dans les pays d'Europe du Nord. C'est pas si simple que ça. Parce que les citoyens, c'est pas un groupe homogène. Je ne vous connais pas, mais vous venez pour différentes raisons ici. Peut-être parce que vous êtes spécialiste de ces choses-là, sûrement. Peut-être pour votre culture générale. Peut-être parce que vous avez lu le livre du professeur Atlan. Peut-être parce que vous êtes dans une association de malades. Mais vous avez un niveau de connaissance extrêmement différent. Et donc je crois que les scientifiques
et les médias doivent y faire attention. Je vais vous citer un exemple. Vous allez me dire, c'est l'anecdote. Il y a une grande chaîne publique, France 2, un journal télévisé, beaucoup regardé, le 20h, avec un journaliste de qualité, M. Pujadas, qui un soir de juin ou juillet, interview en direct, la personne n'était pas dans le studio, une représentante de la secte Raël. Alors vous ne savez peut-être pas qui est cette secte Raël. La secte Raël prétend pouvoir faire le clonage reproductif humain. Et à cette époque-là, annoncer le fait qu'il l'avait réalisé, ce qui est bien entendu faux. Et pendant 10 minutes, on a vu ce journaliste, qui ne manque pas de talent, interviewer cette personne. Mais visiblement, le journaliste ne connaissait absolument pas le dossier. Et pendant 10 minutes, cette personne a exposé le clonage reproductif humain à des millions de téléspectateurs qui ont vu leur jugement totalement faussé, pour ceux qui ne connaissaient pas en particulier ces choses-là, et de proche en proche, on parle de clonage reproductif humain pour évoquer, comme le disait le professeur Atlan, des choses tout à fait différentes. Je vous cite cet exemple car je pense que c'est extrêmement important dans une société dite de la connaissance. Mais c'est extrêmement important aussi pour des malades qui sont dans l'attente d'un traitement ou dans l'attente de voies de recherche qui demain pourra guérir. Et je pense que là, les responsables politiques ont une responsabilité particulière. On utilise à tort et à travers le mot thérapeutique. Parce que quand on fait de la recherche, elle est thérapeutique, ça rassure, elle va soigner. Mais il faut dire que la recherche, elle est avant fondamentale. C'est-à-dire qu'on cherche sur un certain nombre, dans un certain nombre de directions, et peut-être il y aura des applications thérapeutiques. Je vais vous prendre un exemple qui est au cœur des débats aujourd'hui, la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Elle est autorisée en France depuis juin 2004. Il a fallu du temps, les décrets d'application ont mis, je parle sous votre contrôle, pratiquement 12 à 18 mois avant d'être publiés. C'est-à-dire entre le moment où la loi a été votée et où elle devient opérationnelle, il a fallu 18 mois. Ce n'est pas la faute du Parlement, mais l'exécutif a mis assez longtemps. Alors, quelle est la législation française ? La législation française, je prends cet exemple parce qu'elle est caractéristique d'une certaine mauvaise foi. Le législateur, en deuxième lecture, a rédigé un texte absolument ambigu, totalement ambigu. Je vous le livre tel qu'il est et je vous dirai en quoi cette loi doit être modifiée. Premier alinéa de la loi, toute recherche sur l'embryon est interdite. Deuxième alinéa de la loi, nous décrétons un moratoire de 5 ans où on va autoriser les chercheurs à faire cette recherche sur l'embryon à plusieurs conditions. Première condition, que ces protocoles de recherche qui seront déposés dans une agence, avant accord, aient des applications thérapeutiques. Comment demander à un chercheur qui dépose un protocole de recherche de dire aujourd'hui que ces recherches sur les cellules souches embryonnaires auront des applications thérapeutiques? C'est mentir à la population et c'est une aberration totale. Moi, je ne sais pas si les recherches sur les cellules souches embryonnaires auront des applications thérapeutiques. Mais ce que je sais, c'est que si on comprend mieux la différenciation cellulaire demain, on comprendra mieux le fonctionnement de la cellule après-demain, et on comprendra peut-être après-demain aussi
des mécanismes de maladies comme le cancer un peu mieux. Même si cette recherche fondamentale permettait ça, ça serait un succès extraordinaire. Si en plus nous arrivons à des progrès thérapeutiques ou à des débouchés thérapeutiques, ça sera formidable. Donc je vous dis cet exemple parce que cette loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui est une loi qui n'éclaire pas nos concitoyens et qui, en plus, n'encourage pas forcément des équipes de chercheurs à s'engager sur cette voie des cellules souches embryonnaires. Alors, cette loi, c'est de la frilosité politique, c'est de la peur du risque, c'est de la mésinformation, y compris parmi les parlementaires. D'où cela vient-il? Moi, je vous parle très librement. En première lecture, vous parliez de gauche et de droite, il y avait eu une rédaction extrêmement claire. La recherche sur les cellules souches embryonnaires est autorisée. Elle est autorisée uniquement, on pourra y revenir, à partir des embryons surnuméraires. Donc un mot sur les embryons surnuméraires, ce sont des embryons qui ont été conçus dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Donc la loi était claire, elle avait été votée par 2/3 du Parlement et des responsables politiques, donc la droite était dans l'opposition, mais des responsables politiques importants de l'UMP avaient voté à l'époque. Je pense à M. Juppé, je pense à d'autres personnalités. Donc cette loi faisait unanimité. En deuxième lecture, il y a eu cette rédaction qui, à mon avis, dénature ce que devrait être la loi et arrive à toutes ces ambiguïtés. Et puis, il y a eu, plus grave encore, il y a eu condamnation du clonage reproductif humain, ce qui ne me choque pas du tout, j'y suis favorable. Mais qualification de cette condamnation. Et ne voulant pas prendre de qualification de crime contre l'humanité, a pris la qualification de crime contre l'espèce humaine. Le professeur Atlan, je ne fais pas de publicité pour son bouquin, en parle et en parle bien. Tout ça, c'est bien de qualifier comme ça. Mais le statut de l'enfant à naître, si ce malheur arrivait, le statut de l'enfant à naître dans notre société. Je crois que c'est une question sur laquelle il faut que les uns et les autres réfléchissent. Et en ce qui me concerne, la réponse ne peut être une réponse d'humanité. Mais le qualificatif retenu par le législateur pose d'énormes problèmes. Je ne veux pas être trop long, mais je crois que, voilà, on est au cœur de ces procès éthiques et il ne faudrait pas que, sur ces sujets-là, comme sur d'autres, on confonde citoyens et opinion et qu'on veuille à tout prix rassurer. Le législateur n'a pas à rassurer. Le législateur a fixé des règles, mais le législateur a aussi, et j'allais dire tous les responsables publics, à favoriser la connaissance et l'information. Mais à vouloir mettre trop de barrières, on peut arriver parfois à des situations complexes et qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite faire. Alors, je vous pose une question à tous les deux, excusez-moi de vous la poser franchement. Vous avez été rapporteur sur ces questions-là. Est-ce que ces questions qui sont parmi les plus complexes qu'on peut avoir dans les débats aujourd'hui, parce qu'elles touchent à des questions scientifiques poussées, des questions de recherche, plus de l'éthique, etc., est-ce que vraiment les députés sont suffisamment au courant, ou une majorité de députés, pour voter sur ces questions-là convenablement? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas chercheur. Je suis économiste de formation. Et comment je suis venu à ces sujets, qui est sûrement le plus beau sujet que j'ai eu à traiter jusqu'à présent en tant que parlementaire. Je suis venu sur ce sujet grâce à une sollicitation de Bernard Kouchner. Il se trouve que je siège à l'Office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques. Et il y avait à évaluer la loi de 1994. Et cette évaluation devait être réalisée par l'Office. Et
il devait être réalisé par un député et un sénateur, et par deux sensibilités différentes. Et il m'a dit, tu ne connais pas ce sujet, il faut y aller. Je vais vous faire une confidence, j'ai mis 2 ans à maîtriser déjà le vocabulaire, à comprendre les mécanismes et les enjeux. Mais j'ai eu la chance de faire cette évaluation avec un médecin, lui, Claude Hurier, qui était sénateur UMP, qui n'est plus sénateur aujourd'hui, mais qui est président de l'Institut Curie. Et nous avons ensemble fait un travail, alors qu'on avait des conceptions, des approches personnelles différentes, on a fait un travail passionnant et je crois très, très utile pour le législateur. Donc je vous réponds oui. Ce n'est pas une affaire que de médecins. Ce n'est pas une affaire... Non, ça vous a pris 2 ans quand même. Est-ce que tous les députés, entre le travail de leur circonscription et leur propre rapport, ont le temps de prendre... Alors, je vais vous rassurer quand même. Je vais vous rassurer. C'est une anecdote. J'ai pu être réélu. J'ai pu être réélu, c'était en 2002, puis c'était pas facile, parce que dans ma circonscription, il y avait le Premier ministre qui venait d'être nommé, Jean-Pierre Raffarin. Donc, je suis un témoin vivant qu'on peut travailler au Parlement, et puis on peut se faire réélire de temps en temps. Surtout, il me semble que la formation des parlementaires, si vous voulez, sur ces questions-là difficiles, eh bien, elle est de la responsabilité, pas seulement des parlementaires, elle est de la responsabilité des scientifiques et des journalistes ensemble. Et l'anecdote du journaliste de France 2 avec Raël est catastrophique, mais il y en a beaucoup, des anecdotes comme ça. Moi, je peux vous citer sur TF1, il y a plusieurs années, une grande émission médicale sur le rôle de l'astrologie en médecine, et avec des témoignages de médecins et de chirurgiens qui venaient expliquer comment ils faisaient bien attention d'opérer leurs malades en regardant le thème astral, etc. Et le sommet, ça a été évidemment à nouveau la fausse information sur des vrais jumeaux qui auraient été élevés à différents endroits et qui, comme par hasard, se sont mariés avec des femmes qui se ressemblaient, qui se habillaient de la même façon, etc. etc. Et la conclusion de cette chose-là, eh bien, c'est pas étonnant, puisque ces vrais jumeaux, non seulement ont les mêmes gènes, donc ça va déterminer comment ils s'habillent, avec qui ils se marient, etc. Mais ils sont nés aussi au même moment, donc sous le même thème astral. Donc les deux choses en même temps, vous voyez, expliquent que Alors ça, c'était une grande émission médicale sur TF1. On pourra en citer comme ça. Et je vous rappelle, le Comité national d'éthique, à une certaine époque, avait produit un rapport sur l'éthique de la transmission de l'information scientifique, en essayant justement de montrer comment il fallait qu'il y ait une espèce de critique réciproque des journalistes par les scientifiques et des scientifiques par les journalistes eux-mêmes. Bon. Oui, je rappelle que vous avez été membre de ce comité national d'éthique pendant 17 ans. Donc vous avez fréquenté les politiques sur ces questions-là. Notamment Claude Hurier, en effet, qui était aussi membre de ce comité à une certaine époque. Bon, une petite remarque, si vous voulez, pour compléter un petit peu ce qu'on vient de dire. Vous avez dit pourquoi est-ce que ces lois sont faites de cette façon-là? Est-ce que c'est la confusion, de l'ignorance, etc. Et c'est tout à la fois, mais tout à la fois converge vers, encore une fois, une mauvaise façon de poser les problèmes et de mener les débats. C'est caractéristique sur cette fameuse question du soi-disant clonage thérapeutique, c'est-à-dire du transfert de noyaux dans le but de fabriquer des cellules embryonnaires. Eh bien, le débat, pas seulement en France, aux États-Unis notamment, eh bien, comment est-ce qu'il est mené? D'un côté, on vous dit, mais regardez, il y a là un espoir fantastique pour guérir toutes les maladies neurovégétatives, neurodégénératives, pardon, toutes les maladies, Alzheimer, le Parkinson, tout ce que vous voulez, etc., parce qu'on va fabriquer des cellules souches embryonnaires qui sont l'espoir de la médecine de demain, c'est le clonage thérapeutique, et vous voulez interdire ça au nom de grands principes moraux ou religieux. À quoi les opposants répondent, et en l'occurrence là je cite le président des États-Unis, George Bush, qui est un de ceux qui se sont opposés de la façon la plus forte justement à l'interdiction du clonage reproductif, mais pas du tout parce qu'il voulait le permettre, mais comme l'a dit M. Claes tout à l'heure, parce qu'il lui voulait interdire tout. Et il préférait ne pas interdire le clonage reproductif comme le proposaient la France et l'Allemagne à l'ONU, plutôt que de n'interdire que le clonage reproductif, parce que, disait-il, ça aurait été un signal
positif pour permettre le clonage non reproductif. Mais pour aller- ce que dit le professeur Atlan, je vais vous citer une anecdote sur le clonage thérapeutique. Parce que c'est vrai qu'il y a, y compris des scientifiques, qui racontent n'importe quoi. C'est souvent pas des spécialistes, mais ce sont des hommes de médias. Je vais vous citer un exemple. Mais parce que j'ai cette personne dans le collimateur. C'est un professeur de médecine français qui s'exprime à longueur de semaine en disant on prend du retard pour des raisons économiques. C'est déjà stupide, comme disait le professeur Atlan, sur le clonage thérapeutique, alors qu'on peut guérir les maladies d'Alzheimer ou Parkinson. À plusieurs reprises, je lui ai dit, c'est pas sérieux. Et un jour, je découvre un interview de ce monsieur, ce professeur, dans un hebdo français. Et ça me met, et alors que je suis favorable au transfert nucléaire, et je pense que, je crois que je fais une parenthèse, que les candidats à l'élection présidentielle devront aborder ce sujet et se prononcer peut-être sur ce sujet. Mais alors que j'y suis favorable, je mesure tout le chemin à parcourir pour arriver à cette recherche fondamentale, la faire aboutir et voir les applications. Car les obstacles sont nombreux et des spécialistes, comme le professeur Atlan, pourra y revenir. Je vois cette interview dans l'hebdo. Ça me choque vraiment, ça me choque pour les malades et ça me choque venant d'un professeur de médecine. J'appelle le journaliste. Je lui dis, je ne demande pas une réponse, mais franchement, laissez passer ça. La réponse qui m'a été faite, comprenez, c'est une bouffée d'oxygène. Écoutez, ça, c'est aller à l'encontre de ce que l'on veut, faire progresser les questions éthiques, faire progresser la connaissance, faire progresser la connaissance du citoyen. Et je crois qu'il faut être vigilant, les politiques, les scientifiques et les journalistes. Je ne vous l'avais pas dit, mais ce professeur de médecine, en plus, est député. Eh ben, nous voilà rassurés. Je veux compléter mon histoire en vous rappelant alors l'argument opposé à cela par le président Bush, qui est que lui prend au sérieux la promesse, la fausse promesse du scientifique qui lui dit on va guérir tout avec ça, et Bush répond oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser la vie pour sauver la vie. Ce qui est l'absurdité aussi complète, parce que de quelle vie il s'agit? Une cellule humaine vivante, ben on en cultive sans arrêt dans les laboratoires et ensuite on les jette dans l'évier, ça ne gêne personne. Une cellule cancéreuse est extrêmement vivante, une cellule bactérienne c'est de la vie aussi, etc. Bon, alors je suppose qu'il imaginait, lui, Bush, qu'un embryon ou une cellule qui n'est même pas un embryon mais qui contient les gènes d'un futur être humain éventuellement développé si on l'implante et ainsi de suite, quoi. Eh bien, tout ça, c'est déjà le futur être humain, ce qui est aussi une absurdité, mais cette absurdité-là, il faut reconnaître qu'il n'est pas le seul responsable, parce qu'il ne fait que répéter toute une espèce de vulgate que nos collègues biologistes ont répété pendant plusieurs dizaines d'années, et que justement, comme je le disais tout à l'heure, la découverte de la naissance de Dolly a contribué à faire éclater, c'est-à-dire tout ne se trouve pas dans les gènes à l'origine. Bon, alors, il faut mettre à plat tout ça, et, en fait, le débat lui-même repose sur des présupposés qui sont faux et qui sont acceptés par les protagonistes, aussi bien ceux qui sont pour que ceux qui sont contre. Et c'est ça qui est assez dommageable, justement, au caractère productif, disons, de ce type de débat. On va revenir là-dessus parce que c'est également la porte ouverte à tous les lobbying d'idées, de scientifiques, évidemment d'entreprises, et ça nous renverra à la marchandisation. Et on ne sait pas si justement les positions de Bush sont déjà le produit d'un lobbying qui a été déjà suffisamment actif, ou si son ignorance va lui ouvrir d'autres portes. Mais en tout cas, c'est pas très rassurant parce qu'il y a quand même des rouleaux compresseurs économiques qui sont à l'œuvre pendant ce temps-là. Oui, ceci étant, il y a une évolution, mais en 10 secondes, j'ai peut-être posé le problème qu'il y a à résoudre. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, décryptage du génome. Ce n'est qu'un livre, on a les lettres, maintenant il faut l'écrire ce livre, et ça demandera beaucoup, beaucoup de temps. Mais à cette époque, on est, pour vous rappeler, dans la bulle Internet, la bulle financière.
je suis aux États-Unis à cette époque-là pour voir ce qui se passe. Et je vois fleurir toute une série de start-up qui mobilisent beaucoup de capital risque. Énormément de capital risque. Et donc, je vais en visiter quelques-unes. J'étais sur la côte est des États-Unis. Et j'étais toujours frappé quand je rentrais dans la salle d'attente pour attendre, pour voir le directeur de cette start-up. Je ne voyais pas des tableaux de maître dans la salle d'attente, mais je voyais des brevets qui étaient encadrés. Et c'était noir de brevets. Pourquoi je vous dis ça? Car l'économie, à cette époque-là, faisait quel calcul? Il faut préempter des découvertes qui auront lieu dans X années. Et si on veut avoir un retour sur investissement, il faut déposer des brevets. Car on sera propriétaire de la découverte et ensuite on pourra avoir les garanties et la propriété de cette découverte. Je m'arrête 30 secondes. Qu'est-ce qu'un brevet? Est-ce qu'un brevet est une bonne chose? Oui. Un brevet permet de transmettre les découvertes scientifiques et donc est un élément dynamique dans l'innovation. Et qu'est-ce que peut être brevetable? Quelle est la chose qui peut être brevetable dans un brevet traditionnel? C'est une invention qui est parfaitement décrite, où l'inventeur pose un certain nombre de revendications. Au moment du décryptage du génome, certains gènes ont intéressé certaines startups, en disant ces gènes, avec leurs protéines, vont pouvoir peut-être déboucher sur telle solution, sur leur compréhension, telle solution, et éventuellement tel médicament. Mais on est dans le domaine de la potentialité. Et qu'est-ce qui a été breveté aux États-Unis à cette époque-là? A été breveté le gène, l'application potentielle, donc quelque chose d'extrêmement large. Mais on n'est plus dans l'invention. On n'est plus dans l'invention. On brevette quelque part de la connaissance. Et brevetant de la connaissance, on se constitue quelque part une rente de situation qui peut être préjudiciable à la recherche scientifique. Car si, et le professeur Atlan le suggérait tout à l'heure, le tout génétique n'existe pas. Le gène est lié à son environnement. Si avec le même gène, une autre équipe de chercheurs trouve une autre application, y compris contradictoire à la première, avec ses brevets larges, il devient dépendant du premier. Quand je parle de l'enjeu économique et de la difficulté aujourd'hui, je le pose à travers cette question-là. Alors comment ça se tranche aujourd'hui? Ça se tranche aux États-Unis par la justice. C'est-à-dire qu'il y a des contentieux qui sont ouverts et ces contentieux font l'objet, après, de jurisprudence et on avance comme cela. Alors, je pense que le politique, au sens large, doit réfléchir à cela. C'est un enjeu scientifique et de diffusion de la connaissance important. Dernière chose, je vous parlais du comportement économique il y a 10 ans au moment de la description, au moment du décryptage du génome. 10 ans après, dans ce même pays, aux États-Unis, ces startups sont devenues quoi? Souvent, elles ont disparu. D'autres ont été rachetées par des entreprises pharmaceutiques. Mais sur la thérapie cellulaire, sur tous ces travaux qui sont réalisés sur les cellules souches embryonnaires aujourd'hui, le capital risque n'est plus au rendez-vous. Le capital risque n'est plus au rendez-vous. Et c'est le financement public ou les associations de malades qui financent cette recherche. Donc il y a eu, en 10 ans ou 12 ans de temps, aujourd'hui, il y a eu
en 2 ans de temps, une évolution de ce capital risque par rapport à ces recherches, ce qui pose le problème du financement public. Mais par rapport au risque de marchandisation, il y a véritablement des problèmes qui restent entiers. Et je terminerai par là. Est-ce qu'il est acceptable de breveter une lignée de cellules souches embryonnaires? Il y a une entreprise américaine qui a breveté une lignée de cellules souches embryonnaires. Mais où je rejoins totalement le professeur Atlan, et ça, pour moi, c'est un problème fondamental, on ne peut pas invoquer des raisons économiques pour justifier une recherche. Moi, je dis que la loi française doit aller plus loin sur l'autorisation de recherche, mais ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est essentiellement pour faire progresser la recherche fondamentale et faire éventuellement progresser certains traitements pour demain mieux soigner et éventuellement guérir. Merci. Il y a déjà une question dans la salle. Monsieur, on vous donne un micro. Oui, Alain Guédon, je suis entrepreneur en biotechnologie, c'est-à-dire en fait créateur de sociétés dans différents domaines, pas dans le domaine de la thérapie génique. Et je voulais poser une question par rapport, revenir sur la transplantation nucléaire, le travail sur les embryons. Mais auparavant, juste un demi-mot sur ce que vous venez de dire, Alain Claes, sur les brevets. Un brevet très large, évidemment, toutes les sociétés de biotechnologie ou toutes les sociétés industrielles en pharmacie ont le souhait, et c'est parfaitement normal, d'essayer d'élargir au maximum ce qu'elles brevettent. Mais d'un autre côté, il est évident, premièrement, que vous devez démontrer que vous avez déjà travaillé là-dessus et que vous avez une application qui est sérieuse. Et deuxièmement, si une autre société ou une autre équipe veut travailler sur la même molécule ou sur le même gène avec une application différente, elle peut parfaitement le faire et son brevet sera aussi valide. C'est exactement ce qui se passe. Sur les cellules souches... Monsieur, vous reconnaissez quand même que la notion de brevet dépendant existe. Absolument. C'est si vrai, pour votre information, que l'Office européen des brevets, actuellement, sur ce sujet précis, et c'est son président Alain Pompidou qui me le disait, sur ce sujet précis, a mis un groupe de travail pour essayer de voir s'il est nécessaire de modifier un certain nombre de règlements pour limiter ces brevets dépendants. On ne va pas faire un débat technique là-dessus, mais vous avez tout à fait raison, la dépendance existe, mais les deux critères qui sont les critères centraux sont les critères de dépendance et d'inventivité pour qu'un brevet soit efficace ou pas. Et dans la plupart des cas, quelle que soit la protéine, quel que soit le produit en tant que tel, vous avez des tas d'entreprises ou d'équipes qui vont travailler sur la même molécule, sur la même protéine, avec des applications différentes. Sur les cellules souches, mais là c'est un mot, on en a déjà parlé hier, sur les cellules souches, il se trouve tout à fait exceptionnellement qu'il y a au moins, par rapport aux ventures et aux sociétés de capital risque, il y a une société qui s'appelle Fovea en France qui travaille avec José Sahel sur la Fovea, sur les maladies rétiniennes et qui va, si elle peut le faire, travailler effectivement sur les cellules souches. Mais ma question, elle était dans tout autre ordre. C'était, j'ai une vraie problématique par rapport au travail sur les embryons et par rapport aux objections qui sont sur le travail sur les embryons. Il y a deux types d'objections principales. Une par rapport à la vie est sacrée, c'est quelque chose du domaine du religieux, c'est Bush, c'est les religions en général, c'est les gens en Autriche. Et si les Français sont extrêmement frileux, les Allemands et les Autrichiens le sont encore plus, pour différentes raisons. Donc il y a quelque chose qui est effectivement du domaine de l'objection par rapport à la vie est sacrée. Bon, celle-là, on peut l'accepter, ne pas l'accepter. C'était les mêmes qui, au XVIe siècle, ne voulaient pas faire de dissection ou pensaient que la Terre, le Soleil tournait autour de la Terre. Il y a une deuxième objection qui, elle, me paraît que je n'arrive absolument pas à comprendre. C'est celle qui dit que la vie est définie par un projet parental. C'est-à-dire que si effectivement un embryon est dans le cadre d'un projet parental, à ce moment-là, il y a effectivement une vie, et cette vie doit être respectée. L'embryon, à ce moment-là, accède à la dignité de la vie humaine, de la personne humaine, enfin lorsqu'il sera né. En revanche, lorsqu'il ne fait pas partie d'un projet parental, à ce moment-là, l'embryon n'a pas accès à la vie et n'est pas considéré effectivement comme un organisme vivant. Moi, ça me paraît absolument fou, parce que ce sont les mêmes personnes qui effectivement acceptent l'avortement, qui du même coup effectivement dénie complètement la dignité de la vie humaine, et qui fait que c'est la volonté humaine, la volonté juridique humaine qui définit la vie. Il y a pour moi un problème, j'aimerais avoir la position de M. Atlan et du législateur sur ce domaine. La poser de manière assez directe, comme ça, le plus de personnes ma question c'est possible. celle-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette incohérence du fait de dire c'est l'homme, pour moi une totale incohérence, qui fait que c'est l'homme qui définit la vie sur Terre? Merci.
Bon, je crois que vous posez la question, j'espère de façon volontairement caricaturale, étant entendu qu'il ne s'agit pas, dans ce dont vous parlez là, de définition de la vie, il ne s'agit même pas de définition du statut de l'embryon. La réglementation actuelle dont vous parlez est le résultat d'un compromis qui est le suivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté, où la société a accepté la pratique des procréations médicalement assistées et donc aussi des fécondations in vitro, alors une nouvelle question en effet qui ne se posait pas autrefois a germé. De qui est-ce l'affaire de décider de faire un enfant? Autrefois, la question ne se posait pas. Les enfants arrivaient. La question a commencé à se poser avec la contraception. D'où nécessité d'une loi, permettre ou interdire la contraception. Comme vous le savez, il a fallu des batailles pour que la contraception soit permise. Ce qui voulait dire que la question de qui est-ce l'affaire de décider d'avoir un enfant a commencé à être posée, et une première réponse a été donnée, la femme, dans la mesure où elle a le droit de prendre une pilule ou de ne pas prendre la pilule. Mais ensuite, nouvelle technique, insémination artificielle, fécondation in vitro. Qui a le droit d'utiliser ces techniques? À nouveau, de qui est-ce l'affaire de décider, de mobiliser maintenant, cette fois-ci, pas seulement une pilule, mais de mobiliser des techniques de plus en plus compliquées pour faire naître un enfant. Et là, tout de suite, on voit une divergence entre deux philosophies politiques de traditions juridiques extrêmement différentes. Celle des États-Unis, où c'est la liberté individuelle qui est la valeur suprême, donc ça reste toujours la décision de l'individu. Un individu adulte, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, célibataire, marié, tout ce que vous voulez, décide de faire appel à ces techniques-là. Il a le droit de le faire pour peu qu'il soit capable de le payer. Au contraire, dans la plupart des pays européens, en France en particulier, non, c'est l'affaire de la société de décider qui a le droit de faire appel à ces techniques. À partir du moment où c'est l'affaire de la société, il faut donc définir des critères. Et la loi française, en effet, a défini comme critère que n'auraient le droit d'utiliser ces techniques de procréation médicalement assistée que des couples hétérosexuels stables. Un couple hétérosexuel stable étant défini comme étant un couple hétérosexuel qui a au moins 2 ans de vie commune. Et c'est tout. La loi française interdit donc l'utilisation de ces techniques de procréation médicalement assistée pour des célibataires, hommes ou femmes, et a fortiori évidemment pour des couples homosexuels, masculins ou féminins. Alors dans ce contexte-là, tout à coup apparaît le coup de tonnerre de l'utilisation des embryons surnuméraires, parce qu'il se trouve qu'à partir du moment où on fabrique, on fait de la fécondation in vitro pour des couples hétérosexuels stables, etc., eh bien, la technique implique, pour le moment en tout cas, l'existence d'embryons surnuméraires, d'embryons qui sont produits et puis qui sont stockés dans le froid. Quoi faire avec ces embryons surnuméraires? Et c'est là où alors la loi fait appel au couple en question en disant bon, c'est eux qui décident de l'avenir de cet embryon. Ils ne décident pas de qu'est-ce que la vie, ils ne décident pas de savoir si c'est un embryon ou si ce n'est pas un embryon, ils décident tout simplement de donner suite ou de ne pas donner suite à ce que, en effet, comme vous le dites, la loi a appelé le projet parental, c'est-à-dire la justification que la loi a cherchée pour limiter la pratique de ces techniques à ce couple stable hétérosexuel qui venait se présenter donc à l'équipe médicale en disant « Nous sommes un couple stable hétérosexuel et nous voulons avoir un enfant. Et nous faisons cette technique-là dans le but d'avoir un enfant. » À partir du moment où ils ont l'enfant ou ils n'ont pas l'enfant, à partir du moment où le couple se défait, pour une raison ou pour une autre, etc., alors le projet dit parental disparaît et se pose la question de l'avenir de ces embryons surnuméraires. Voilà, autrement dit, il n'y a pas là de question métaphysique de définition de ce qu'est la vie, ni même de ce qu'est un embryon. Henri, attends, justement, dans ce processus qui est à l'œuvre depuis une cinquantaine d'années de dissociation entre procréation et sexualité, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés? Parce que c'est quand même...
L'utérus artificiel pouvant en être le point d'orgue, c'est quand même assez... Est-ce que philosophiquement, ça dit quelque chose au-delà du biologique sur ce que deviennent nos sociétés? Bon, je vois que vous voulez m'entraîner dans ce domaine-là dans lequel je n'avais pas prévu de devoir parler. Alors, premièrement, bon, en effet, j'ai publié un livre qui s'appelle L'utérus artificiel. Il faut tout de suite mettre les points sur les i. Je ne fabrique pas d'utérus artificiel dans mon laboratoire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout mon sujet de recherche. Il se trouve que je me suis intéressé à ces questions-là à cause de mes activités dans le comité d'éthique. Non seulement je n'en fabrique pas, mais pratiquement personne ne fabrique d'utérus artificiel, sauf quelques chercheurs très rares, que je mentionne éventuellement, qui existent et qui sont encore à un stade extrêmement préliminaire, ce qui veut dire que ça n'est pas pour demain. C'est-à-dire que l'utérus artificiel n'est pas là, ni demain, ni après-demain. Je crois je pense ne pas prendre beaucoup de risques en disant qu'il sera peut-être là d'ici 50 à 100 ans. Mais comment est-ce que la société le recevra à ce moment-là, eh bien, personne ne peut le savoir, parce que personne ne peut savoir ce que sera l'état de la société dans 50 ou 100 ans. Alors, certains pensent, et c'est encore un autre malentendu, que 50 ou 100 ans, c'est rien du tout, c'est demain. Eh bien, c'est faux. Du point de vue de l'accélération des technologies, il suffit de regarder les conditions de vie de nos sociétés au début du XXe siècle et de les comparer avec les conditions de vie de nos sociétés à la fin du XXe siècle pour se rendre compte à quel point les bouleversements ont été complets dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine technologique proprement dit, mais dans le domaine des mœurs, dans le domaine des valeurs acceptées ou pas acceptées par la société, etc. Donc ce qui se passera dans 100 ans sur ce plan-là, personne n'en sait rien. Par contre, ce qui est probable, c'est qu'en effet, ces techniques vont continuer à se développer, tout simplement parce qu'elles sont dans la continuité d'un processus qui a commencé il y a 50 ans avec, en effet, la contraception. Et contraception, légalisation de l'avortement, multiplication des techniques de procréation médicalement assistée, avec une espèce de fuite en avant qui se traduit par le fait que contraception, libéralisation de l'avortement implique première maternité de plus en plus tardive. Première maternité de plus en plus tardive implique des difficultés de plus en plus grandes, en effet, pour mener à bien cette maternité. Donc, le recours de plus en plus fréquent à ces techniques de procréation médicalement assistée qui elles-mêmes posent des nouveaux problèmes et ainsi de suite. Alors comment est-ce que ce qu'a dit de la société, c'est l'inverse, c'est la question qu'il faut poser à la société. Comment est-ce que la société est capable de métaboliser, si j'ose dire, d'intégrer l'accumulation de toutes ces techniques. Et encore une fois, on peut essayer de faire de la prospective, mais l'expérience montre que chaque fois qu'on a fait des prédictions dans ce domaine-là à 50 ou 100 ans, évidemment, on s'est planté. Et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'imaginer tout un éventail de possibilités. Pour ma part, je montre qu'on peut imaginer aussi bien un état catastrophique qui a été magnifiquement décrit par le roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, mais qu'on peut aussi imaginer une espèce de situation idyllique, comme une espèce de retour dans le mythe du Jardin d'Éden, où... Vous appelez ça une utopie fraternelle, je crois. Oui, bon, parce qu'en effet, on ne peut pas ne pas observer que sous l'effet de ces technologies pleines de dangers, de toutes sortes d'ailleurs, eh bien, la malédiction biblique est levée de plus en plus. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, l'histoire de la Genèse nous dit que, eh bien, à la suite de l'arbre de la connaissance, justement, c'est-à-dire à la suite du développement de la connaissance, eh bien, l'homme est puni et de deux façons. D'une part, il devra travailler dur à la sueur de son front pour gagner son pain, et d'autre part, la femme aussi est punie par la même occasion. Elle devra être soumise à l'homme et elle enfantera dans la douleur. Bien, il se trouve que l'accumulation de toutes ces techniques, depuis, disons, un peu plus d'un siècle, nous conduit à la levée progressive de cette double malédiction. L'homme a de moins en moins besoin de travailler dur pour gagner son pain, on travaille de moins en moins et on mange de mieux en mieux. Et enfin, je parle des pays développés, mais on peut imaginer que d'ici 100 ans, ça pourra s'être étendu au reste de la planète. Et quant à la femme, eh bien, elle enfante de moins en moins dans la douleur, et on peut imaginer que dans un certain temps, elle n'aura plus du tout à enfanter si elle le désire. Certains le désireront, d'autres ne le désireront pas, mais à nouveau, bon, ce sera l'objet d'un choix qui leur sera personnel. Bon, eh bien, donc ça c'est l'autre aspect, c'est l'autre extrémité du spectre, si vous voulez,
d'un côté du spectre le meilleur des mondes de Huxley, en observant quand même que le meilleur des mondes d'Huxley, en effet, utilise des technologies imaginaires à l'époque d'Huxley, mais dont certaines sont déjà réalisées, mais pas encore l'utérus artificiel, qui joue chez Huxley évidemment un rôle important. Mais le caractère cauchemardesque, si vous voulez, du roman d'Huxley ne tient pas seulement et essentiellement à l'utilisation de ces techniques. Le caractère cauchemardesque tient au fait que ces techniques sont mises au service d'un régime totalitaire mondial qui a comme but affirmé d'imposer un bonheur technique à l'ensemble de tous les êtres humains, avec tous les problèmes que ça crée, etc. Donc, d'un côté du spectre, eh bien, ce cauchemar du meilleur des mondes d'Huxley, de l'autre côté du spectre, une utopie édénique, si vous voulez, puis entre les deux, eh bien, tout ce qu'on peut imaginer, avec en effet comme souci principal que deviendra la relation ou l'ensemble des relations entre les adultes et les enfants, qui sont déjà maintenant assez perturbées comme elles l'ont toujours été perturbées, mais qui tendent à devenir perturbées, disons, d'autres façons, du fait de l'introduction de ces techniques. Allez, retour par vos questions. Ce sera juste à vous après. Le jeune homme a été plus rapide. Bonjour. Ma question va être de deux ordres. Enfin, il y a plutôt deux questions. Vous pouvez parler plus fort. Donc, ce sera plutôt deux questions relevant de deux ordres. La première, d'un ordre épistémologique, par rapport justement à la démarche que M. Adler nous propose, qui est, si j'ai bien compris, de faire cas justement du vocabulaire et d'appliquer le vocabulaire proprement à une entité déterminée. Et si j'ai bien compris votre position, elle consiste à dire qu'une même entité organique peut recevoir le titre d'embryon ou simplement d'organisme cellulaire selon la simple distinction qu'il est mis dans l'utérus ou non. Alors c'est justement là qu'intervient la démarche épistémologique, à savoir est-ce que ce choix sémantique n'est pas proprement l'application d'une conception préalable de ce qu'est justement, certes, ce qui a été dit un peu la vie, mais également comment dire, de la vie, pardon, oui, de la vie, quoi, tout simplement. Je vais illustrer. On peut estimer que, effectivement, cette entité, dès lors qu'elle est possiblement humaine, dès lors qu'elle peut possiblement se développer en tant qu'être humain, poser une frontière avant l'implantation est une frontière purement arbitraire, au même titre que dire l'embryon, une fois qu'il ne s'est pas fixé à un endroit dans l'utérus, je ne sais plus lequel, cet embryon a encore un autre titre, et on peut ainsi échelonner des étapes, et donner un nom à chaque étape, et en déduire tout ce que l'on veut pour chaque étape. Donc c'est bien là la première démarche. Est-ce que ce n'est pas, justement dans votre démarche, est-ce qu'il n'y a pas préalablement une conception de la vie que vous essayez justement de traduire par ce terme, par ce vocabulaire? Ce qui justement là peut être contestable selon une autre personne qui va voir, c'est une autre analyse qui avait été faite par Marie-Angèle Hermite dans le cours que j'avais suivi à l'EHESS sur justement le clonage thérapeutique, qui consistait à dire que un embryon, que le clonage thérapeutique, à savoir faire du travail sur les embryons utilisés comme objet, modifier notre rapport par rapport à cette entité qui est en soi humaine. Certes, de la vie, ça c'est un organisme, mais humain. Et que cela pouvait avoir des conséquences, non pas de façon sacrée, religieuse, tout ça, mais anthropologique, dans la démarche d'approche face à nos semblables et à ce que sont les individus. La deuxième question, d'un ordre pratique, éthique et morale, c'est un ensemble, mais qui va par rapport à la mise en œuvre justement de la sélection. Lorsqu'on fait du clonage, vous avez dit effectivement que des jumeaux ont un génome commun, mais n'ont pas une personnalité ou un organisme qui est identique pour autant. Cependant, avec les recherches justement génétiques, l'évolution, un autre problème a été mis en lumière, à savoir la possibilité de déterminer des propriétés organiques à partir du génome humain. J'aimerais savoir d'une part si cela est possible, et deuxièmement, si cela est le cas, justement si ça ne constitue pas une autre barrière, une autre objection à la permission de faire des recherches sur ces embryons
dans la mesure où on intervient directement sur leur potentialité humaine, justement, sur ce qu'ils font, qu'ils pourront s'intégrer dans l'avenir. C'est la remarque d'Habermas, à savoir qu'on ne peut pas réduire les individus à la volonté de leur procréateur. Réduire, même si on peut contester ou pas, hein, c'est encore une position philosophique propre. Avant de contester, on va déjà essayer de répondre à vos 2 questions. On va peut-être en prendre quelques-unes en plus, parce qu'il y aura sans doute des points de réponse communes de la part de nos intervenants. Madame au premier rang, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. D'abord, je voudrais dire quelque chose, et j'ai 2 choses à dire. L'État français ne débloque pas suffisamment des sous pour faire des recherches. Alors, ça, c'est clair et net. Alors donc, peut-être ils prennent comme excuse une loi, une interdiction de faire ce que vous avez dit. Alors, deuxièmement, vous avez comme titre ici une réflexion éthique. Moi, je trouve la réflexion éthique, M. Atlan vient de le dire, vient expliquer un peu, mais pour moi, éthique égale morale, égale éducation religieuse. Il fallait peut-être avoir quelqu'un compétent, un prêtre qui pourrait peut-être manifester son avis. Et je voudrais savoir quand même l'Église, ce qu'elle dit là-dessus. Autre chose, dans la Genèse, c'est marqué reproduisez-vous, mais Dieu n'a pas dit comment. Alors donc, ça c'est une question peut-être à résoudre. Merci. À l'heure de la messe, c'est toujours dur d'avoir un prêtre, mais monsieur Atlan, vous avez donc plusieurs questions, et puis on va revenir sur la question du financement parce qu'elle est effectivement importante. Bien, alors monsieur, la question épistémologique, non, je vous dis tout de suite, ce que je dis là ne procède pas d'une définition que j'aurais sur ce qu'est la vie, parce que ce serait contradictoire avec ce que j'essaye de dire. J'essaye de dire qu'en effet, nous avons tort de suivre une tradition majoritaire, mais qui n'est pas unique, qui cherche à appliquer à n'importe quel phénomène des définitions essentialistes, c'est-à-dire à rechercher l'essence des choses. Et de la même façon, donc, à se poser la question, qu'est-ce que la vie ? Quelle est l'essence de la vie ? Je pense qu'on a tort. La vie est un phénomène évolutif et quelque chose qui n'est pas vivant peut devenir vivant. Par conséquent, donc je ne veux pas tomber dans une contradiction avec ce que j'essaye de dire en disant que je me base sur une certaine conception de la vie pour dire maintenant que ce qui n'est pas un embryon peut devenir un embryon. C'est le cas de tout. Et c'est en tout cas une des grandes choses que nous apprenons de la biologie, à savoir, de la biologie du XXe siècle, à savoir en effet que de plus en plus les définitions classiques, statiques, figées, explosent et que nous sommes obligés d'adopter maintenant des définitions évolutives. L'arbre n'est pas dans le germe. Ce qui n'est pas un arbre peut devenir un arbre. Et l'arbre n'est pas contenu dans le germe. La génétique au XXe siècle, pendant une trentaine d'années, s'est fourvoyée, en tout cas dans son activité de vulgarisation, mais aussi dans son activité interne chez les biologistes eux-mêmes, en se focalisant sur le tout génétique, comme si, revenant aux anciennes théories du préformationnisme, où on considérait que tout était déjà contenu dans le germe, et que l'homme adulte était déjà contenu comme un homunculus dans l'œuf fécondé, et que le développement, c'était simplement une augmentation de volume. Eh bien, une nouvelle forme de ce préformationnisme s'est exprimée dans une certaine forme de réductionnisme génétique. Et actuellement, eh bien, cette forme-là explose. Elle explose d'ailleurs, c'est intéressant, mais ça arrive souvent dans l'histoire des sciences, elle explose sous l'effet des développements produits par la génétique elle-même. Par exemple, le projet Génome humain dont M. Claes a parlé tout à l'heure, il a été présenté dans les années 80 comme étant un projet qui allait nous permettre de découvrir la totalité de la nature humaine. Étant entendu que si on avait le listing des 3 milliards de bases qui constituent les ADN d'un individu, eh bien on aurait le listing, comme le listing d'un ordinateur, qui nous disait comment cet individu-là était fabriqué.
Ça a été publié dans les plus grandes revues comme Science, Nature, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. C'est-à-dire donc que les gènes ne déterminent pas la totalité d'un organisme. Ils sont eux-mêmes déterminés dans leur activité, pas dans leur structure, mais dans leur activité par le reste de l'organisme. La notion de programme génétique a explosé. Plutôt que d'un programme, il s'agit en fait d'instructions stockées en mémoire. Et ce que vont devenir ces instructions, eh bien, dépend du reste de la cellule. Bon, ceci encore est une métaphore qu'il faudrait corriger et approfondir et ainsi de suite, quoi. Bon, par conséquent, la notion d'embryon, en effet, c'était quelque chose qui était clair autrefois. Quand un spermatozoïde féconde un ovule, eh bien, il produit un embryon. L'ennui, c'est que cela ne se produisait qu'à l'intérieur du corps d'un mammifère, enfin pour la reproduction des mammifères, et pas du tout au laboratoire. Aujourd'hui, ça se produit au laboratoire, plus on produit des cellules qui ont certaines des propriétés de ces embryons sans fécondation. Demain, on va être capable de faire des parthénogénèses, c'est-à-dire de stimuler un ovule pour qu'il se développe et qu'il puisse éventuellement, en état implanté, donner un organisme. Est-ce que ça voudra dire que n'importe quel ovule devrait être considéré comme un embryon? Aujourd'hui, on fabrique déjà des cellules artificielles par transfert de noyaux d'une espèce dans une autre. Notamment, une équipe chinoise a transféré des noyaux de cellules adultes humaines dans des ovules et nucléés de lapines et a produit des structures embryonnaires, notamment des cellules souches embryonnaires, qui ont des propriétés de cellules souches embryonnaires humaines, avec quelques propriétés pour leur cytoplasme qui proviennent des lapins et qui ont tendance à disparaître au fur et à mesure de leur division. Possibilité peut-être d'utiliser ces cellules souches embryonnaires-là pour tout un tas de choses, pour la recherche fondamentale, pour éventuellement s'il y a des applications thérapeutiques, personne n'en sait rien. En tout cas, ça existe. Est-ce que ça veut dire que ces productions artificielles-là doivent être considérées comme des embryons? Des embryons de quoi? De lapins ou d'hommes? Chaque fois qu'on a essayé d'implanter des constructions de ce type d'une espèce dans une autre, dans des utérus d'autres mammifères, par exemple, certaines équipes ont fait ça déjà plusieurs fois en implantant des noyaux d'organismes, non pas humains, mais de certaines espèces de mammifères, dans des ovules et nucléés de vaches. Eh bien, chaque fois qu'ils ont essayé de les implanter dans des utérus de vaches, évidemment, ça n'a jamais marché. Et pourtant, ces constructions embryonnaires-là ont des propriétés d'embryons, mais pas toutes. Donc ceci montre bien comment la définition statique, classique, ancienne, qui était parfaitement justifiée de l'embryon produit par la fécondation, eh bien éclate. Et par conséquent, il faut accepter que ce qui n'est pas un embryon puisse devenir un embryon sur certaines conditions. Et ce qu'on peut reprocher au livre d'Habermas, je suppose, auquel vous faisiez allusion, c'est qu'il reprend à son compte, de façon assez tordue, je dois dire, il le reconnaît d'ailleurs lui-même à la fin du livre, cette idée-là que tout se trouve dans les gènes, et que manipuler les gènes, ce serait d'une certaine façon plus essentiel que de manipuler, par exemple, des protéines. Or, c'est faux. Alors, pour la question de déterminer des propriétés organiques en agissant sur les gènes, c'est possible. Mais quelles propriétés organiques? Et c'est là aussi où il faut entrer dans le détail. Si, par exemple, on peut faire de la thérapie génique, jusqu'à présent, ça a presque toujours échoué. Il s'agissait là de modifier en effet des propriétés organiques, en l'occurrence l'existence d'une maladie, en remplaçant un gène muté qui avait déterminé cette maladie par un gène non muté. Ben, si ça marche, pourquoi pas? En quoi est-ce qu'on porte atteinte à quoi que ce soit, sinon qu'on ne fait qu'appliquer une thérapeutique qui a ses problèmes, qui a ses limites, etc., qui doit être encadrée du point de vue de ses essais, du point de vue des inconvénients qu'elle peut avoir, etc., comme n'importe quelle thérapeutique nouvelle. Bon. Maintenant, si on applique cette... Alors, jusqu'à présent, je ne sais pas si vous le savez, ça aussi, ça a fait l'objet de déclarations triomphalistes de la part de beaucoup de nos collègues, et malheureusement, eh bien, après plusieurs centaines d'essais thérapeutiques qui ont été effectués sur des maladies humaines dans le monde, il y a eu un succès en France à l'hôpital Necker qui malheureusement a mal tourné. Donc, autrement dit, ça n'est pas si simple qu'on l'a cru. Il ne suffit pas
de mettre un gène à la place d'un autre pour guérir même une maladie monogénique, ce qui est le cas le plus simple. A fortiori, s'il s'agit maintenant de transformer les caractéristiques d'un individu en lui injectant des gènes. Personne ne sait comment faire ça. Personne ne sait même si c'est possible. Et il y a toutes les chances pour que ça ne soit pas possible, précisément, parce que la plupart de ces propriétés-là sont des propriétés qui sont soit multigéniques, c'est-à-dire qui dépendent de plusieurs gènes, soit, en plus, qui dépendent d'une intrication extrêmement difficile à analyser entre des facteurs génétiques et des facteurs qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire qui concernent la régulation de l'activité des gènes parce qu'il n'est pas les gènes. Autrement dit, on a affaire à des systèmes qu'on appelle de plus en plus complexes et par conséquent, le principe qui consiste à dire oui, il ne faut pas réduire les individus à la volonté de leur procréateur, tout à fait d'accord. La question est de savoir concrètement, encore une fois, dans quel cas est-ce que la question va se poser dans ces termes-là? Dans quel cas est-ce qu'il s'agira éventuellement d'empêcher un individu de naître parce qu'on veut l'empêcher d'avoir une maladie? C'est la question du diagnostic préimplantatoire et du tri d'embryons, que certains assimilent, dont Habermas, à de l'eugénisme, alors que ça n'en est pas. Bon, et là, on pourrait aussi continuer à discuter sur le mauvais usage des mots. Et autrement dit, il faut entrer dans le détail des procédures les unes après les autres. Et une procédure qui peut sembler similaire à une autre, eh bien, dans certaines circonstances, pourra avoir des conséquences telles qu'elle devra être proscrite, alors que dans d'autres, elle pourra au contraire être acceptée. Donc, encore une fois, ni sur le plan épistémologique, ni sur le plan pratique, il faut s'accrocher, si vous voulez, à des débats de mots ou à des définitions essentialistes, mais il faut accepter la réalité de définitions évolutives. Et quant aux questions posées par Madame sur éthique égale morale égale éducation religieuse, ça n'est que partiellement vrai. Moi, je dis, ça va dans l'autre sens. C'est vrai que très probablement, la morale a eu historiquement des origines religieuses. Et puis aujourd'hui, maintenant, il existe, qu'on le veuille ou non, des morales laïques, qui sont issues d'ailleurs de traditions religieuses, et c'est la raison pour laquelle les morales laïques ne sont pas les mêmes suivant qu'elles sont issues de telle religion, ou de telle tradition religieuse, ou de telle autre tradition religieuse. Mais surtout, pour toutes ces questions-là, eh bien justement, les religions sont absolument incapables de donner des réponses définitives dans la mesure où les religions font appel, comme les grandes philosophies d'ailleurs aussi, à des grands principes. Mais ces grands principes ne sont absolument pas applicables dans le détail des situations concrètes. Par exemple, le caractère sacré de la vie, personne ne sait ce que ça veut dire, de quelle vie il s'agit. Dans quel cas est-ce que, encore une fois, une cellule humaine, eh bien, c'est une cellule vivante. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule vivante. Est-ce que c'est sacré? Une bactérie, une mouche, c'est aussi extrêmement vivant. Est-ce que c'est sacré? Est-ce qu'on n'a pas le droit de commercialiser le vivant? Pourtant, on achète des chevaux et des vaches depuis des milliers d'années sans que personne ne soit choqué. On commercialise le vivant à tour de bras et personne n'est choqué par cela. Autrement dit, ces notions-là qui sont utilisées comme des slogans par les philosophies et par les religions sont totalement inadaptées à la solution des problèmes concrets. Et pratiquement, quand vous interrogez les grandes traditions religieuses, eh bien vous apercevez que sur ces questions concrètes, vous obtenez des réponses radicalement opposées. C'est-à-dire, par exemple, l'Église catholique n'a pas du tout les mêmes positions que le judaïsme ou que l'islam ou que des églises protestantes sur ces questions-là. Et à l'intérieur même de chacune de ces traditions, parfois vous obtenez des décisions contradictoires. Oui, elles n'ont pas de réponse, mais elles pèsent sur la décision. Quand je regarde les écrits du colloque que le Vatican a organisé il y a quelques semaines, quelques mois, sur la thérapie cellulaire et sur les cellules souches adultes et cellules souches embryonnaires, je suis un peu inquiet parce que les interdits reviennent en force. Moi, je voudrais dire 2-3 choses avant de terminer sur la recherche. Je crois que le législateur, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, par rapport à la loi existante, bon, au-delà de ce qu'il faut améliorer dans la rédaction, mais je l'ai évoqué, aura 3 sujets sur lesquels il faudra qu'on réfléchisse et qu'on avance. Un sujet difficile,
la procréation médicalement assistée. Est-ce que les règles que le législateur a fixées, qu'a rappelé le professeur Atlan, couple stable, 2 ans, doit être maintenue ou doit être élargie? Moi-même, je m'interroge et je n'ai pas arrêté ma position. Il y a une revendication des couples homosexuels au droit à l'enfant. Je pense que c'est un sujet lourd. Alors le politique fait semblant de ne pas voir aujourd'hui. Il résume ça à l'adoption. Mais ce n'est pas que l'adoption. Et je pense que ce sujet devra être abordé, je ne sais pas comment on le conclura, mais devra être abordé lorsque le législateur revisitera ses lois. Deuxième chose, le diagnostic préimplantatoire. Diagnostic préimplantatoire, il y a une offensive actuellement. Une offensive en disant ça serait une nouvelle forme d'eugénisme. Il y a un professeur qui a répondu dans un journal, je crois que c'est Nizan, qui a fait un papier la semaine dernière, qui a répondu, à mon avis, très bien. Mais le diagnostic préimplantatoire, il faut que vous sachiez qu'il est encadré à un double titre en France. Il n'y a que 3 centres en France qui est autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire. Et les conditions pour pratiquer ce diagnostic préimplantatoire sont également très encadrées. Nous avons progressé à la demande d'un certain nombre de chercheurs et médecins, en particulier René Friedman, qui avait demandé à ce qu'il puisse être élargi dans certaines conditions. Ça a été fait. Est-ce qu'on doit aller plus loin? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur lequel le législateur doit aussi réfléchir. Sur le transfert nucléaire, je pense qu'il faudra franchir le pas, mais pour moi, il reste un sujet important, avec des risques de marchandisation. C'est qu'aujourd'hui, je dis aujourd'hui, je ne sais pas ce que sera la science dans quelques années, pour pratiquer le transfert nucléaire, il faut des ovocytes en grande quantité. Donc le problème éthique du transfert nucléaire, ce n'est pas le transfert nucléaire par lui-même, mais c'est ce problème du don d'ovocytes. Alors est-ce que... Les lapides. Est-ce que demain, la science apportera des... Mais le sujet est devant nous. Alors sur la recherche, madame, il y a un retard considérable en France sur les financements publics et particulièrement sur tout ce qui concerne les sciences de la vie. On l'a dit, on l'a répété. J'espère que l'année prochaine, les prochains gouvernements en prendront conscience. Moi, je vous cite un exemple, je citais hier, l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, qui lance des appels d'offres sur un certain nombre de thèmes de recherche et qui traduit quand même, à travers ces appels d'offres, la volonté de l'État depuis sa création, n'a pas lancé un appel d'offres sur les cellules souches embryonnaires. N'a pas lancé un appel d'offres. Alors on va me dire qu'il y a des programmes blancs, qu'il y a un certain nombre de choses, mais la volonté n'est pas au rendez-vous. Je crois que c'est regrettable. C'est d'autant plus regrettable que nous nous trouvons à un moment où quelques équipes sont en train de se former sur les cellules souches embryonnaires, se constituer en France. Il ne faudrait pas décourager totalement les jeunes chercheurs, les post-docs qu'on voudrait faire revenir d'autres pays pour venir travailler en France. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ces post-docs ne reviendront pas s'il n'y a pas une lisibilité sur ces recherches. Donc je crois que c'est un combat qui doit être mené dans les mois qui viennent. Ce sera votre dernier mot. Vous attendez à ce que ce soit clairement dans le programme des partis politiques à la présidentielle? Vous l'avez évoqué. Non, mais je pense qu'à l'occasion des élections présidentielles, les sujets de société seront présents et je pense que ça constitue un des sujets de société. Henri Atlan, pour conclure, vous avez évoqué tout à l'heure le balancier. On ne sait pas de quel côté ira le balancier entre le meilleur des mondes, une utopie fraternelle. Vous nous rappeliez à l'instant que peut-être que les grands principes philosophiques, religieux sont devenus inopérants dans ces mécanismes qui deviennent très fins. Qu'est-ce qui va faire pencher le balancier? Quel va être le domaine qui va un petit peu
au fur et à mesure qu'on puisse le repérer ou éventuellement l'utiliser. Vous me demandez encore de faire des prédictions. Le livre dont je vous parlais, justement, raconte un essai de prédiction par un grand biologiste du début du XXe siècle, John Haldane, qui était un grand généticien, et qui avait fait une conférence dans les années 20 où il essayait de prédire l'état des sciences 150 ans plus tard, c'est-à-dire en 2070. Et dans ce cadre-là, eh bien, il avait prédit qu'une première ectogénèse, c'est-à-dire un premier bébé qui serait né d'un utérus artificiel, serait né en 1951 en France. Donc vous voyez, il s'était trompé. Dans d'autres domaines, il ne s'était pas trompé. Il avait entrevu très, très, très clairement le développement de la génétique. Il avait aussi il avait prédit que l'énergie nucléaire qui commençait à être connue à l'époque et à être explorée ne servirait jamais de source d'énergie, que ça ne pourrait jamais être utilisé comme source d'énergie utilisable, quoi. Bon. Alors vous me demandez moi maintenant de faire un exercice de prédiction, Non, vous voyez bien. Je me suis mal exprimé, pardon, c'était pas tellement un exercice de prédiction, mais si, face à ces questions-là, si les grands principes que chacun a à titre personnel, de manière culturelle, religieuse, sont pas si opérants que ça, à quoi peut-on se raccrocher pour avancer dans le siècle qui est le nôtre et qui sera marqué par les biotechnologies ? Écoutez, moi je vois une évolution possible dans deux directions, de façon un peu plus précise, si vous voulez, que les deux extrêmes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Soit une évolution vers un hédonisme individuel de plus en plus renforcé, où c'est l'individu, si vous voulez, qui devient de plus en plus la valeur suprême, et son désir étant la valeur suprême. Dans ce contexte-là, le désir d'enfant fait partie aussi du désir, mais au même titre qu'un désir d'objet de consommation, et comme un désir de voiture ou un désir de petit animal de compagnie. Et ça, c'est un danger sérieux, parce que c'est un danger qui risque de déboucher sur la multiplication d'enfants purement et simplement abandonnés. Et on est déjà engagé dans un processus de ce type qui risque de s'amplifier de plus en plus au fur et à mesure de certaines utilisations des techniques dont on a parlé. Bon, et puis à l'opposé de cela, eh bien, on peut imaginer à ce moment-là le développement de capacités d'altruisme et d'amour des adultes les uns pour les autres, des adultes pour les enfants, réciproquement aussi si c'est possible. Et c'est en fonction de cela probablement que les techniques en question eh bien, pourront être utilisées soit dans un sens catastrophique, soit dans un sens idyllique. Merci à vous, messieurs. Merci, monsieur Atlan. Merci, monsieur Claeys. Merci pour votre qualité d'écoute. Bonne journée à l'Esqueda, réussite.